Salut à tous et à toutes, joyeux mercredi, bienvenue dans le grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorilas. Depuis le studio de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio, on est avec du style, énergie, le flow, l'attitude. Alexa, open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio, le son qui swag. Tout de suite, voici les infos. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé ce mardi soir à Beijing pour une visite d'État de 2 jours en Chine, à l'invitation du président chinois Xi Jinping. Il s'agit de la 25e visite de M. Poutine en Chine. Les deux présidents échangeront leur point de vue sur les relations bilatérales, la coopération dans divers domaines ainsi que sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun sur le ministère chinois des Affaires étrangères. Le récit signé CGTN News dans ce grand journal. Pour des relations bilatérales renforcées et un monde plus stable, le président russe Vladimir Poutine est arrivé à Beijing pour une visite d'État. Auparavant, M. Poutine avait déclaré dans un discours vidéo que la Russie et la Chine avaient conjointement promu la coopération dans les domaines les plus importants. La Russie espère une meilleure compréhension mutuelle entre les deux peuples. Récemment, les deux présidents ont adressé des lettres de félicitations à la 10e Expo Chine-Russie qui se tient dans la ville de Harbin, dans le nord-est de la Chine. Le président Xi a indiqué que les deux pays devaient tirer parti de leur proximité géographique et de leurs atouts complémentaires. La Chine est le premier partenaire commercial de la Russie depuis 16 années consécutives, alors que les deux pays renforcent leur coopération dans les domaines du commerce, de l'énergie, de la culture et des infrastructures. Compte tenu du haut degré de confiance politique mutuelle, la Chine estime que la visite de Vladimir Poutine est l'occasion de continuer à renforcer les liens et d'insuffler une énergie positive au monde. Vladimir Poutine affiche une alliance inébranlable avec le président Xi Jinping en Chine. Le président russe Vladimir Poutine a réaffirmé la solidité des relations entre Moscou et Pékin lors d'une rencontre stratégique avec le président chinois Xi Jinping en Chine. Les deux dirigeants ont affiché une unité diplomatique et économique qu'ils qualifient d'inébranlable face aux tensions croissantes avec les pays occidentaux. Reportage signé TV5 Monde dans ce grand journal. Il affiche sa mine des beaux jours et une allure visiblement décontractée. Vladimir Poutine, en visite d'État chez son homologue chinois Xi Jinping, est venu s'assurer de l'état des relations entre les deux puissances. Un enjeu de taille pour Moscou, une semaine après la visite en Chine de Donald Trump pour défendre les liens entre Washington et Pékin. Nos relations sont aujourd'hui parvenues à un niveau sans précédent, offrant ainsi un modèle de partenariat véritablement global et de coopération stratégique. Même confrontés à des facteurs extérieurs défavorables, notre coopération, et plus particulièrement notre coopération économique, affiche une dynamique forte et positive. Si Vladimir Poutine se vante des relations entre les deux pays, elles sont asymétriques. Avec l'invasion de l'Ukraine en 2022, la Chine est un allié économique indispensable, le plus gros acheteur de pétrole russe, plus 30% depuis le début du conflit. L'Empire du Milieu représente plus du tiers des importations en Russie. À l'inverse, les importations russes en Chine plafonnent à 5%. Côté diplomatique aussi, la relation entre les deux puissances est déséquilibrée. Isolé sur la scène internationale, le chef du Kremlin prend donc soin de son partenaire chinois. C'est la 25e fois qu'il rend visite à Xi Jinping. Si les relations sino-russes ont progressé pas à pas pour atteindre leur niveau actuel, c'est précisément parce que nous avons su sans cesse renforcer notre confiance politique mutuelle. Une confiance qui permet surtout au régime chinois de tirer profit des faiblesses russes et américaines. Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que des progrès significatifs avaient été réalisés avec l'Iran en vue d'un accord de paix, mais il a également souligné que Washington restait prêt à passer à l'action pour reprendre les attaques contre Téhéran si les négociations échouaient. Il a réaffirmé l'exigence fondamentale de Washington. Téhéran ne doit jamais se doter de l'arme nucléaire. Écoutons J.D. Vance au micro de la presse. J'ai déjà dit que nous allions choisir l'une des deux options suivantes. Soit nous parvenons à un accord satisfaisant qui réponde réellement aux besoins du peuple américain, soit nous reprenons les opérations militaires. Il est évident que le président préfère parvenir à cet accord. Je pense que les Iraniens préfèrent également parvenir à cet accord. Ce n'est pas une guerre sans fin.
Nous allons régler cette affaire et rentrer chez nous. C'est ce que le président a promis. Et c'est exactement ce qu'il va accomplir. Par ailleurs, le Sénat a adopté une résolution visant à limiter les pouvoirs de guerre du président Trump concernant l'Iran. Lors d'un vote à 50 voix contre 47, 4 républicains ont voté avec les démocrates en faveur de la résolution, tandis qu'un démocrate s'est abstenu. Ce résultat marque une victoire pour les législateurs qui soutiennent que c'est au Congrès et non au président qu'il revient d'avoir le pouvoir d'envoyer les troupes à la guerre. Mais le vote de mardi était de nature procédurale. Si la résolution venait à être adoptée par le Sénat, composé de 100 membres, elle devrait encore être approuvée par la Chambre des représentants et recueillir une majorité de 2 tiers dans les 2 chambres pour survivre au veto attendu du président Trump. Téhéran a l'intention d'exiger des opérateurs de câbles sous-marins qui passent par le détroit d'Ormuz de payer une sorte de droit de passage, d'après les médias iraniens. Potentiellement, une nouvelle manière d'exploiter son contrôle sur ce passage maritime critique de la guerre au Moyen-Orient. Le récit est signé France 24 dans ce grand journal. Sur le chantier de sa future salle de bal à la Maison-Blanche, Donald Trump manifeste une fois de plus son impatience dans le conflit avec l'Iran. Hier, j'étais à 1 heure de frapper l'Iran. Tout était prêt pour que je donne l'ordre. Les bateaux étaient chargés, tout était prêt. Le président américain a finalement reculé face à cet adversaire iranien qui utilise toutes les armes pour résister. Ses dernières cibles dans le détroit d'Ormuz, les câbles sous-marins comme ceux-là, à fibre optique ou électrique. C'est par eux que transitent communications téléphoniques et Internet, 17% du haut débit international. En tout, une dizaine d'autoroutes invisibles de l'économie mondiale. L'idée de l'Iran, selon ce porte-parole, en tirer profit. Nous imposerons des taxes sur les câbles Internet. Un péage sur le numérique. Les pays les plus touchés seraient ses voisins dans le golfe Persique. Ils ont besoin de ces câbles pour communiquer avec l'Asie et l'Europe. Mais l'Iran vise surtout les géants américains, Google, Meta, Microsoft, Amazon, qui puisent la rapidité de leur flux dans ces connexions sous-marines. Ces taxes pourraient totaliser des millions de dollars. Mais aurait-elle un réel impact? Les experts en doutent. Si vous voulez passer ailleurs que par le détroit d'Ormuz, eh bien de fait, vous le pouvez. Donc l'impact réel, opérationnel d'une menace de péage sur les données qui passeraient par des câbles sous-marins dans le détroit d'Ormuz, elle est limitée. L'Iran laisse planer une autre menace inédite, celle de sectionner ces câbles, de saboter les réseaux sous-marins. Le gouvernement iranien entend bien exploiter au maximum ce qu'il qualifie de trésor dans le détroit d'Ormuz. Aux États-Unis, les électeurs républicains du Kentucky ont confirmé la mémise de Donald Trump sur le parti républicain, en poussant vers la sortie le député dissident Thomas Massie, à quelques mois d'élection de mi-mandat très incertaine. Le récit est d'Alexandra Quarini dans ce grand journal. Malgré sa défaite dans les urnes, il est accueilli avec ferveur par ses partisans. Thomas Massie, candidat dans le Kentucky pour les primaires, ne sera pas sur les listes des élections de mi-mandat en novembre prochain. Le député de 55 ans est l'un des rares au sein des Républicains à s'opposer à Donald Trump. Nous nous sommes comportés avec honneur tout au long de cette campagne et nous continuerons ainsi. Durant la campagne, Thomas Massie a subi les foudres du président américain. Qualifié de loser, d'idiot ou encore de faux républicain, le député avait poussé l'an dernier l'administration Trump à rendre public des documents du dossier Epstein. Donald Trump a apporté publiquement son soutien à un autre candidat, Ed Gellrein, agriculteur et ancien membre des forces spéciales. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, avait même été dépêché dans le Kentucky pour le soutenir. Et c'est donc lui qui représentera le parti républicain dans le district lors des élections de mi-mandat. Je tiens à remercier le président Trump pour son soutien, ses soutiens et ses conseils tout au long de cette campagne. Le milliardaire républicain tente à tout prix d'empêcher les élus de son camp, jugés déloyaux, de remporter les primaires. Et dans un message sur X, le directeur de la communication de la Maison-Blanche prévient. Ne doutez jamais du président Trump et de sa puissance politique. Faites des conneries et vous allez voir. Avec la défaite de Thomas Massie, le président démontre qu'il a toujours la main mise sur son parti et que toute voix dissonante s'expose à des représailles. Le Pentagone réduit ses brigades en Europe.
Washington réajuste sa présence militaire pendant des années. Les Américains ont demandé sans succès aux Européens de s'impliquer davantage dans l'OTAN. Explique Claude Moniquet sur CNews. Le département américain de la défense vise à une réduction progressive de certaines brigades militaires stationnées en Europe dans le cadre d'une réorganisation stratégique des forces armées américaines à l'étranger, selon plusieurs responsables. Écoutons les détails dans ce grand journal. Alors c'est en partie ça c'est dû au mouvement de colère de Donald Trump qui reproche à l'Europe de ne pas l'avoir aidé dans sa guerre contre l'Iran. C'est aussi dû à une volonté plus fondamentale de l'armée américaine, de la stratégie américaine, de se concentrer non plus sur l'Europe mais sur l'Asie, sur l'Extrême-Orient, sur la Chine. Et puis c'est aussi le résultat de plusieurs dizaines d'années durant lesquelles les Américains ont demandé, à l'époque quand même sans succès, aux Européens d'augmenter leurs dépenses militaires et de s'impliquer davantage dans le fonctionnement de l'OTAN. On a beaucoup traîné, maintenant ça se fait, mais il est un peu tard, et c'est aussi ça que signifie ce retrait américain. Aux États-Unis, Donald Trump souhaite accueillir 10 000 réfugiés afrikaners supplémentaires. Le président américain, Donald Trump, a annoncé vouloir ouvrir davantage les portes des États-Unis aux Afrikaners d'Afrique du Sud, affirmant que près de 10 000 réfugiés supplémentaires pourraient être accueillis dans le cadre d'un futur programme migratoire. Reportage signé Africa News dans ce grand journal. Les États-Unis envisagent d'accueillir jusqu'à 17 500 réfugiés sud-africains de race blanche dans les mois à venir, soit 10 000 personnes de plus que les 7 500 annoncés initialement. Il s'agit d'Afrikaners, un groupe de Sud-Africains descendants principalement de colons néerlandais, à qui Trump entend accorder le statut spécial de réfugié d'ici à la fin de l'exercice budgétaire en septembre. Le département d'État a fait la déclaration lundi devant le Congrès, arguant que des événements imprévus en Afrique du Sud avaient créé une situation d'urgence en matière de réfugiés. L'administration Trump estime que le statut d'Afrikaners expose ces personnes à la discrimination et à la persécution dans leur pays. Le gouvernement sud-africain a déclaré que ces allégations étaient sans fondement, mais le président américain a insisté sur le fait que la minorité blanche Afrikaners a été victime de ségrégation et de violences systématiques, en particulier d'attaques contre ses communautés agricoles. Washington avait brandi ses motifs pour suspendre son aide à l'Afrique du Sud et boycotter le sommet du G20 qui s'est tenu l'année dernière à Johannesburg. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas. Swag Radio on air avec du style, Alexandre Penn, Swag Radio. Pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, sans bavure, info à la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'info. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite au 299 Main Street Everett. Brothers Café Créole, de la cuisine haïtienne de A à Z. Delicioso, chiffré le 617, ce serait le 14-14-25. La Suède officialise l'achat de 4 frégates à la France. Avec ce contrat estimé à environ 4 milliards d'euros, la Suède va tripler ses capacités de défense aérienne. Il s'agit de l'un des plus grands investissements pour la défense suédoise depuis les années 1980. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. C'est un contrat XXL que vient de décrocher la France. Ce mardi, la Suède a indiqué avoir choisi l'entreprise Naval Group pour l'achat de 4 frégates. Après avoir subi un revers l'année passée lorsque la Norvège avait choisi des frégates britanniques, l'industriel français signe là un succès important estimé à plusieurs milliards d'euros, car chaque bâtiment représente un coût d'environ 10 milliards de couronnes, soit environ 910 millions d'euros. La première frégate sera livrée en 2030, suivie d'une par an au cours des 3 années suivantes. Det här rör sig alltså om en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Det är en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan jämfört med idag. Stockholm a expliqué avoir fait ce choix pour la rapidité de la livraison, la fiabilité de celle-ci et pour la présence d'un système de défense aérienne intégré aux frégates.
Naval Group était initialement en concurrence avec l'entreprise britannique Babcock, l'espagnol Navantia et le suédois Saab. In handling to deter and defend also against, for example, incoming ballistic missiles. We take note that Russia has improved its production capacity when it comes to ballistic missiles and that it uses ballistic missiles in Ukraine on a systematic level as well. So air defense is absolutely crucial. We will also get the better ASW capabilities to hunt submarines, and of course we can do escort and make sure that we can keep up sea lines of communications. C'est une décision stratégique qui traduit la confiance mutuelle entre nos deux pays, a écrit Emmanuel Macron sur X, avant de mettre en avant un partenariat qui n'a cessé de se renforcer ces dernières années. Depuis son adhésion à l'OTAN en 2024, la Suède a renforcé ses investissements. Cet achat permettra ainsi au pays de contribuer pour la première fois à la défense et à la dissuasion de l'Alliance. Dossier spécial dans ce grand journal pour ce aujourd'hui. Nous irons dans les méga-fermes américaines du Nebraska. Les périodes de sécheresse se succèdent et l'inquiétude des éleveurs de bovins grandit. Le secteur peine à faire face à la demande et au changement climatique. Dossier spécial, CD France TV Info dans ce grand journal. Dans le décor spectaculaire des Grandes Plaines, du bétail à perte de vue. Le Nebraska compte 3 fois plus de vaches que d'habitants. Cette méga ferme en accueille près de 50 000. Les bêtes y passent les derniers mois de leur vie, engraissées 2 fois par jour avant leur mise sur le marché. Elles reçoivent essentiellement du maïs, dont on essaye de tirer le maximum. Pour les vaches, c'est la dernière étape avant l'abattoir. Le conditionnement et la distribution dans les magasins ou les restaurants. Trey Wasserburger nous a ouvert les portes de cette exploitation familiale. Dans une industrie souvent décriée pour ses pratiques, il a perfectionné le suivi des animaux. Avec mon smartphone, je sais tout sur mes bêtes, quand elles sont arrivées, ce qu'elles ont mangé. Et affirme consommer moins d'eau, grâce à ce bassin de récupération des pluies qui sert ensuite à l'arrosage des cultures. Mais la pluie, les éleveurs ne l'ont vue que très peu au cours des derniers mois. Une simple sortie avec le troupeau dans les prairies arides du Nebraska suffit à s'en rendre compte. Pas très nourrissant. Les années de sécheresse se succèdent et l'inquiétude des éleveurs a rarement été aussi forte. Si ça continue, les bêtes ne survivront pas. Elles vont s'amaigrir et le sol sera foutu. Conséquence, les États-Unis n'ont jamais compté aussi peu de bétail. Alors le marché aux bestiaux est devenu un théâtre où les cow-boys s'affrontent pour s'offrir les meilleures bêtes aux enchères. Un petit signe de la main suffit à faire monter les prix, avec pour arbitre ce commissaire-priseur au phrasé impressionnant. C'est presque une chanson. Les vaches se font plus rares et elles sont donc plus chères. Ça va? Tu fais quoi? J'achète quelques vaches à engraisser. Même si la sécheresse pousse parfois les éleveurs à vendre leurs bêtes par peur de ne plus pouvoir les nourrir. Les éleveurs vendent toutes les vaches qu'ils peuvent pour essayer d'économiser un peu d'herbe. Car si l'Amérique n'a jamais compté aussi peu de vaches, elle n'en a pourtant jamais consommé autant de toute son histoire, près de 30 kilos par an et par personne. Dans les restaurants du centre-ville, on comprend vite que le bœuf fait ici partie du patrimoine et les clients n'ont clairement pas l'intention d'en manger moins. Je mange autant de bœuf que je le peux. En tant qu'habitant, c'est aussi une façon de soutenir les éleveurs du coin. On nous parle des gaz des vaches qui polluent la planète. Mais il faut arrêter avec ça. Ce sont des foutaises. En cuisine, entrez donc. On en prépare plusieurs dizaines de kilos à chaque service. Alors, pour surmonter la crise actuelle, le patron choisit de ne s'appuyer que sur les éleveurs locaux. Je sais d'où viennent les bêtes, ce qu'on leur a donné à manger et surtout ce qu'on ne leur a pas donné. Comme le restaurant, toute la région mise sur le circuit court avec cet abattoir flambant neuf qui évite d'envoyer les bêtes à 6 heures de route. Une économie importante, des emplois créés et l'émergence d'une conscience écologique. Mais aux États-Unis, tout le monde ne peut pas en dire autant. Dans l'Idaho, une exploitation concentre les critiques. C'est l'une des plus grandes du pays. Parmi les 10 plus grandes, elle est visible depuis l'espace.
À la tête d'une association de protection de l'environnement, Buck Ryan dénonce la pollution générée par ce site. Signe d'une certaine opacité, le survol avec un drone est interdit, mais il s'est procuré ces vues aériennes qui permettent de mieux prendre conscience de son immensité. Ici, sont confinées jusqu'à 150 000 vaches. Leur déjection rejetée par ces tuyaux en bord d'exploitation, puis dans ces petits canaux. Cette eau est hautement contaminée, alors que le bétail la boit et qu'elle contient de nombreuses bactéries issues de leur propre déjection. Ces eaux souillées rejoignent ensuite la Snake River à quelques kilomètres de là. Un cours d'eau où l'association effectue des prélèvements. J'essaie de prélever au milieu du ruisseau pour ne pas avoir l'eau de la surface ou des résidus au fond. On voit déjà que l'eau est trouble. Sa concentration en nitrates et en bactéries est régulièrement au-dessus des niveaux fixés par la loi. Cette eau polluée va aller là où les gens se baignent et s'amusent, en aval. Elle finira dans la bouche des enfants qui boivent la tasse et ils tomberont malades. Le propriétaire, un géant de l'élevage, n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'association l'a attaqué en justice pour l'obliger à mieux gérer sa pollution. Mais dans un état où le bétail est une manne historique, la procédure s'écoule aussi lentement que les flots paisibles de la Snake River. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Joseph Almat Pierre-Louis évalue les travaux de réhabilitation à Bassin-Caïman après le passage de la tempête Mélissa. Le responsable haïtien Joseph Almat Pierre-Louis s'est rendu cette semaine dans la localité de Bassin-Caïman afin d'évaluer l'état des travaux de réhabilitation entrepris après les importants dégâts causés par le passage de la tempête tropicale Mélissa. Écoutons les détails dans ce grand journal. Je salue la presse parlée, écrite, télévisée en ligne. Je remercie la présence là aujourd'hui là, dans le grand bassin Caïman. Nous venons accueillir, ça fait plaisir, même si la pluie a tombé. Nous venons accueillir, je dis merci. La présence aujourd'hui, elle expliquait que sous ordre Premier ministre, dans la préparation de la saison cyclonique, le ministre a passé l'instruction pour faire des visites de prospection. C'est dans le cadre de ça, je suis sorti dans le nord, je suis lancé au travail. Route Madeleine, Carrefour SOS, Carrefour Aéroport. Je suis dans le sud, je suis lancé travail Caille Tobec. Et puis ensuite, je suis visité la Cule, la Ravine. Je suis visité tout la rivière Gauche, dans le Campérin. Et puis ensuite, je suis à Jérémy. Je suis visité travail qui est financé par FER, Fonds d'entretien routier, avec j'ai visité toute rivière qui a des problèmes dans le Grand avec le directeur départemental là. À mon retour, je suis passé dans Tigouave, je suis visité une rivière Caïman qui a des problèmes tout. Ensuite, je suis passé, je visité la Rouillole. Le Premier ministre m'a demandé même pour me garder comment on est capable de porter correction, recalibrage. Moi, exactement dans le bassin Caïman, dans le sud-est, pour me garder en tant que je gagné avec la compagnie Bob et Fils. Jusqu'à présent, pour mon aide avec nous, je un remerciement spécial à la compagnie Bob et Fils, qui est déjà sur route là, que l'MT PDG a demandé qui support est capable de moi en attendant que nous gardions signature contrat. Il n'y a pas de problème. On commence l'intervention malgré mon signature contrat. Donc ça fait plaisir. Parce que rêve moi c'était objectif que le Premier ministre a fixé, c'était que nous étions dressés, recalibrer la route, faire tout le travail dans la route pour PCA continuer avant bon niveau. Malheureusement, à cause de problèmes d'approvisionnement en matériel, nous n'avons pas de cas. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. Des jeunes sud d'Haïti, des centaines de jeunes reçoivent leur certificat après une formation professionnelle organisée par le parti VEO. Les responsables du parti politique VEO ont procédé à une cérémonie de remise de certificats au profit de plusieurs centaines de jeunes ayant suivi une formation professionnelle de 3 mois dans le département du sud d'Haïti. Écoutons les détails dans ce grand journal signé
Radio Télé Guinée. Jeunes qui prennent des séances de formation sur produits de transformation, sur détergents, sur tout type de produits. Donc, nous avons choisi la date 18 mai pour montrer que la création de drapeau font d'autres activités qui accompagnent. Par exemple, jeunes qui sont dans différentes sections communales, différentes localités dans le pays, dans le département, ils sont déterminés pour apprendre quelque chose pour, en quelque sorte, et mettre en application pour subvenir aux besoins familiaux et pour aider la population en tout. En ce sens, nous avons choisi une date symbolique pour faire remise de plusieurs centaines de certificats. Son programme MK, qui est un groupe de jeunes là-dedans, qui c'est des organisations, qui ont plusieurs associations là-dedans, qui ont une formation, c'est des agronomes, des ingénieurs, et qui sont des experts en la matière. Ces gens affiliés à l'organisation VEO, nous avons lancé une inscription gratuite. Que nous-mêmes, en dans VEO, plusieurs cadres, nous connecter avec les moyens du bord pour nous subventionner le projet et il durer plusieurs mois pour apprendre, faire apprentissage là. Finalement, là, on fini, je dis à Jamdoula, nous choisissons de remettre certificat, même pour y mettre en application ça ou apprendre. C'est la fin de ce grand journal pour ce aujourd'hui. Avant de partir, couleur du temps, la journée du mercredi 20 mai 2026 à Boston est particulièrement chaude avec des températures atteignant près de 91 degrés Fahrenheit et une couverture nuageuse devenant plus importante l'après-midi accompagnée d'un risque d'averse d'orage. Un avis de chaleur est en vigueur et le temps se rafraîchira ensuite pour le reste de la semaine. Température maximale autour de 91 degrés Fahrenheit. Température minimale 61 degrés Fahrenheit. Temps lourd et chaud. Alternance de soleil et de nuages. Le matin, le ciel se changera ensuite avec 45% de probabilité d'averse. Développement probable d'orage en après-midi. L'humidité est bien présente. L'indice de chaleur, température ressentie pourrait osciller entre 93 degrés Fahrenheit et 95 degrés Fahrenheit au plus chaud de la journée. Vent venant de l'ouest à environ 16 km/h avec des rafales plus soutenues en cas d'orage pour ce aujourd'hui. C'est la fin de ce grand journal. Pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis la suite de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. On air avec du style, Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24h/24. Pour rester bien informé, c'est la fin de P-News. Info sans cassure, sans bavure. Info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'infos. Allez, Borders Café Créole, la bonne cuisine haïtienne au 299 Main Street Everett. Chiffre le 617 294 1425. Joyeux mercredi. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir. À demain.